La fumée s'élevait vers le plafond de la maison longue, glissait entre les poutres sculptées de cèdre et disparaissait dans l'obscurité sous le toit. Le feu au centre crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs, où les visages sculptés des ancêtres regardaient les gens rassemblés de leurs yeux aveugles. Dehors, l'océan grondait. Il grondait toujours sur cette côte, se fracassant contre les rochers et se retirant, se fracassant et se retirant, comme la respiration de la terre elle-même. L'ancien de la tribu, dont le visage était sillonné de rides plus profondes que les lits des rivières de montagne, leva la main. Les voix se turent. Les enfants se rapprochèrent du feu, les femmes déposèrent leurs vanneries, les hommes cessèrent de réparer leurs harpons. Le temps des histoires était venu. Le temps où la frontière entre le monde des hommes et le monde des esprits devenait plus fine que l'aile d'une libellule, où les mots acquéraient le pouvoir de façonner les destins, où le passé s'animait dans les flammes et enseignait aux vivants à ne pas répéter les erreurs des morts. « Écoutez, » dit l'ancien, et sa voix était semblable au murmure des vagues sur les galets. « Écoutez l'histoire de Ripsunt, une jeune fille de notre peuple, qui oublia la règle principale. Tout ce qui vit en ce monde mérite le respect. Écoutez et souvenez-vous, car les ours se souviennent, les arbres se souviennent, les montagnes se souviennent. Et si vous oubliez, ils vous le rappelleront, comme ils le lui ont rappelé. » Bien des générations avant le jour où les hommes blancs, sur leurs grands bateaux, viendraient vers ces rivages, apportant avec eux les maladies et le fer, vivait dans l'un des villages du peuple côtier une jeune fille nommée Ripsunt. Son nom signifiait « celle qui rit », et son rire tintait véritablement comme les clochettes de coquillages que les femmes suspendaient à l'entrée des maisons pour chasser les esprits mauvais. Elle était belle de cette beauté qui était prisée parmi son peuple. Des bras forts, sachant ramer et tresser des paniers, un dos droit, une démarche fière, de longs cheveux noirs qu'elle tressait avec des fils d'algues marines et ornait de perles de dentalium. Son père était un chasseur respecté, sa mère descendait du noble clan de l'Aigle, et tous savaient qu'un parti enviable attendait Ripsunt. Mais elle avait un défaut que les anciens remarquaient avec inquiétude. Ripsunt ne connaissait pas la peur de la forêt. Elle ne connaissait pas cette crainte révérentielle que tout être humain devait éprouver en pénétrant sous les voûtes des grands cèdres où habitaient des esprits plus anciens que les montagnes elles-mêmes. Quand les femmes allaient cueillir des baies et de l'écorce, elles chantaient des chansons, demandant la permission à la forêt de prendre ses dons. Elles laissaient des offrandes, un peu de tabac, quelques perles, une mèche de cheveux. Elles murmuraient des prières aux ours, pour que ceux-ci ne considèrent pas leur présence comme une offense. Ripsunt, elle, se moquait de ces coutumes. Les ours, disait-elle, quand sa mère lui demandait d'être plus prudente, ne sont que des bêtes, de grosses bêtes maladroites et stupides. Ils fouillent dans les troncs pourris à la recherche de larves, comme des porcs. Ils sont lourds et ridicules. Et elle riait, et ses amis, qui savaient que c'était mal, mais craignaient de la contredire, riaient avec elle, bien que leur rire fût incertain. Un jour, à la fin de l'été, quand le saumon remontait pour frayer, emplissant les rivières d'argent vivant, et que les baies dans les montagnes se gorgeaient de jus et devenaient semblables à des gouttes de sang coagulées, les femmes de la tribu partirent dans la forêt. C'était le temps de la récolte, un temps sacré, où la terre offrait aux hommes ses richesses, et où les hommes la remerciaient par des chants et des cérémonies. Ripsunt partit avec elle, portant un grand panier tressé sur son dos. Le jour était clair, l'air sentait la résine et la mousse humide, et à travers les cimes des arbres perçaient des rayons de soleil, transformant la forêt en une cathédrale de lumière et d'ombre. Elles suivirent le sentier qu'on empruntait depuis des temps immémoriaux.
montant toujours plus haut dans les montagnes, là où les buissons de baies poussaient le plus dru. Les femmes chantaient, des chants graves et prolongés dans une langue plus ancienne que la mémoire, des chants que leur mère leur avait enseignés, et que les mères de celles-ci avaient enseignés, remontant dans une chaîne infinie de générations jusqu'au commencement même des temps. Ripsunt ne chantait pas. Elle marchait en tête, impatiente, désireuse d'atteindre au plus vite les clairières à baies et de remplir son panier, pour rentrer chez elle avant les autres, pour que tous voient combien elle était habile et rapide. Le sentier était jonché d'excréments d'ours. C'était un signe. Les ours aussi étaient venus chercher des baies, et il fallait être prudent, respectueux, silencieux. Mais Ripsunt regarda les excréments et éclata de rire bruyamment. « Regardez !» cria-t-elle à ses amis. « Les ours ont réussi à chier ici aussi. Quelle créature sale et stupide, pire que des chiens !» Elle ramassa un bâton et dispersa les excréments, et ses amis poussèrent des cris étouffés, car c'était une offense, c'était une violation de toutes les lois, c'était dangereux. L'aînée des femmes, la vieille Kaatel aux cheveux gris, dont le nom signifiait « femme saumon », s'arrêta et posa la main sur l'épaule de Ripsunt. « Ma fille », dit-elle doucement, mais dans sa voix résonnait un avertissement. « Ne parle pas ainsi. Les ours entendent. Les ours comprennent. Ils sont nos frères aînés. Ils étaient ici avant nous et seront là après nous. Montre du respect. » Mais Ripsunt se dégagea. « Ce sont des contes pour enfants, » répondit-elle. « Je n'ai pas peur des ours. » Elles continuèrent leur chemin, mais maintenant un silence pesait sur le groupe, lourd et annonciateur de malheur. Même les oiseaux s'étaient tus. Même le vent s'était apaisé dans les cimes des arbres. La forêt semblait retenir son souffle, observant et attendant. La clairière où elles débouchèrent était généreuse. Les baies pendaient en grappes lourdes, bleu foncé, presque noires, et quand on les cueillait, elles laissaient sur les doigts un jus semblable à du sang. Les femmes se dispersèrent dans la clairière, chacune avec son panier, et se mirent au travail, fredonnant à nouveau de douces chansons de gratitude. Ripsunt travaillait plus vite que toutes les autres. Ses doigts voltigeaient parmi les branches, et son panier se remplissait à une vitesse stupéfiante. Le soleil déclinait vers le couchant lorsqu'elle décida qu'elle en avait ramassé suffisamment, et elle se retourna pour rejoindre les autres. Mais la lanière qui fixait le panier à son dos se rompit soudain. Le panier tomba, et les baies se répandirent sur le sol. Ripsunt jura, brutalement, avec colère, par des mots qu'il ne fallait pas prononcer dans la forêt. Elle accusa les ours d'avoir abîmé sa lanière, par leurs excréments, par leur présence. Elle cria dans le silence de la forêt que les ours étaient des créatures répugnantes, pitoyables, indignes même des baies qu'ils dévoraient. Alors, un homme sortit de la forêt. Il était grand, plus grand qu'aucun des hommes de sa tribu. Ses épaules étaient larges, ses mouvements fluides et silencieux. Ses vêtements étaient faits de peau richement ornée, et ses cheveux tombaient sur ses épaules en lourdes vagues noires. Son visage était beau, mais dans cette beauté, il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose de pas tout à fait humain. Des yeux trop sombres, trop profonds, un nez trop large, et lorsqu'il sourit, il découvrit des dents qui étaient trop blanches, trop grandes. « Je suis désolé que ton panier se soit cassé, » dit-il, et sa voix était profonde, comme le grondement d'un tonnerre lointain. « Permets-moi de t'aider. » Ripsunt sentit la peur, mais l'orgueil l'empêcha de le montrer. « Qui es-tu » demanda-t-elle, s'efforçant de faire sonner sa voix avec assurance. « Je ne t'ai pas vu dans notre village. »« Je viens des peuples des montagnes, » répondit l'étranger. « Je chasse dans ces forêts.
Je peux te raccompagner jusqu'à ton peuple. » Quelque chose à l'intérieur de Ripsunt criait qu'elle devait fuir, qu'elle devait appeler les autres femmes. Mais une autre partie d'elle, cette partie qui était pleine d'orgueil et d'obstination, la fit hocher la tête. « Très bien, » dit-elle. Ils s'engagèrent sur le sentier, mais l'étranger ne la conduisait pas vers le bas, vers le village, mais vers le haut, toujours plus loin, dans les montagnes. Ripsunt s'en rendit compte trop tard. « Ce n'est pas le bon chemin, » dit-elle en s'arrêtant. « Le village est en bas. » L'étranger se retourna, et maintenant dans ses yeux brillait quelque chose de sauvage, d'ancien. « Tu viens avec moi, » dit-il. Et ce n'était plus une question, ni une proposition. C'était un ordre. Elle tenta de fuir. Elle se précipita entre les arbres, ses pieds volaient sur la mousse tendre, son cœur battait comme un tambour lors d'une danse guerrière. Mais il la rattrapa facilement, sans effort, comme si elle n'était rien de plus qu'un lapin tentant d'échapper à un loup. Il la souleva, et elle vit ses mains se transformer, ses doigts se changer en griffes, sa peau se couvrir d'une fourrure sombre. Elle cria, mais son cri se perdit dans l'infinité de la forêt, et personne ne l'entendit, hormis les arbres et le vent. Lorsque les femmes s'aperçurent de l'absence de Ripsunt et commencèrent à la chercher, elles ne trouvèrent que le panier déchiré et des traces, d'énormes empreintes d'ours menant au cœur des montagnes. Kaatel secoua la tête. « Ils l'ont emmené, » dit-elle doucement. « Les hommes ours l'ont emmené. Elle les a insultés, et ils l'ont emmené. » Et bien que les hommes de la tribu, y compris le père de Ripsunt, partirent à sa recherche, ils ne trouvèrent rien. Les montagnes gardaient leur secret. Ripsunt reprit conscience dans une caverne. Un feu brûlait au centre, mais ce n'était pas un feu ordinaire. Sa flamme avait une étrange teinte verdâtre, et il ne fumait pas. Autour d'elle étaient assis des êtres qui étaient à la fois ours et hommes. Certains conservaient une apparence humaine, mais leurs mouvements, leurs comportements étaient ceux d'ours. D'autres étaient d'énormes ours, mais dans leurs yeux brillait une intelligence plus ancienne et plus profonde que celle des humains. L'étranger qui l'avait amenée ici était assis à côté d'elle. Maintenant, elle voyait sa véritable nature. Il était un chef ours, fils du tout premier ours, né de la montagne à l'aube des temps. « Tu vivras avec nous, » dit-il. « Tu deviendras ma femme. Tu apprendras nos voies, et si tu apprends le respect, peut-être qu'un jour tu pourras retourner auprès de ton peuple. » Ripsunt pleura cette nuit-là. Elle pleura la nuit suivante et la nuit d'après. Elle pensa à s'enfuir, mais la caverne se trouvait haut dans les montagnes, dans des lieux où nul pied humain n'avait foulé le sol. Elle était entourée d'ours, et ils la surveillaient sans relâche. Peu à peu, les larmes se tarirent, car les larmes n'aidaient en rien. Elle commença à observer, à apprendre, à survivre. Les hommes ours lui enseignèrent leur langue, la langue des grognements et des rugissements, du bruissement des pattes sur la pierre, du froissement de la fourrure contre la fourrure. Ils lui apprirent à trouver les racines qui ne poussaient que sur certaines pentes, qu'à certaines phases de la lune. Ils lui apprirent à distinguer les odeurs, l'odeur d'une tempête qui approche, l'odeur d'un arbre malade, l'odeur du danger. Ils lui apprirent à chasser le saumon, debout dans les eaux froides et rapides des rivières de montagne, plongeant les pattes dans l'eau glacée et arrachant les corps argentés avec la rapidité de l'éclair. Le chef des ours, son mari, bien qu'elle refusât longtemps de penser à lui ainsi, était patient. Il ne la forçait pas, ne la pressait pas. Il était simplement là, immense et insondable, et progressivement, contre sa volonté, Ripsunt commença à voir en lui non plus un ravisseur, mais un protecteur. Lorsque l'hiver vint dans les montagnes,
et que la neige ensevelit la caverne, il partagea avec elle la chaleur de son corps. Lorsque la nourriture se fit rare, il lui donna sa part. Lorsqu'elle avait peur, il chantait les chants anciens des ours, des mélodies profondes, résonnantes, qui semblaient vibrer dans les eaux mêmes de la terre. L'hiver passa. Un autre hiver passa encore. Ripsund donna naissance à 2 petits. Ils étaient à la fois enfants et oursons, capables de prendre les 2 formes. Elle les aimait si fort que cela lui causait une douleur physique. Et dans cet amour, elle trouva la compréhension. Les ours n'étaient pas des bêtes. Ils étaient un peuple, aussi ancien et digne que le sien propre. Ils avaient leurs lois, leurs chants, leurs histoires. Ils avaient des familles qu'ils aimaient et protégeaient. Ils possédaient une sagesse accumulée au fil d'innombrables générations de vie dans ces montagnes. Son mari lui racontait l'histoire de son peuple. Au commencement des temps, lorsque le monde était jeune et malléable, les animaux et les hommes ne faisaient qu'un. Ils pouvaient prendre n'importe quelle forme, passer d'un monde à l'autre. Mais ensuite vint la séparation. Les hommes choisirent le feu et les outils, les animaux choisirent les griffes et les instincts. Mais les ours, les plus sages de tous, conservèrent la capacité de marcher sur les 2 chemins. Ils étaient le pont entre les mondes, les gardiens de la connaissance ancienne. « Ton peuple a oublié cela, » dit-il un jour, alors qu'ils étaient assis à l'entrée de la grotte, observant le lever du soleil sur les vagues vertes infinies de la forêt. Ils pensent qu'ils sont séparés de la forêt, des montagnes, de nous. Ils pensent qu'ils sont supérieurs. Mais ils se trompent. Tout est lié. Le saumon dans la rivière, le cèdre dans la forêt, l'ours dans les montagnes, l'homme dans le village. Nous sommes tous les fils d'un même tissu. Arrache un fil, et tout le tissu commence à se défaire. Ripsund écoutait, et quelque chose changeait dans son cœur. L'orgueil avec lequel elle avait vécu si longtemps commençait à fondre, comme la neige sous le soleil printanier. À sa place vint l'humilité, profonde et purificatrice. Au 3e printemps, ses frères trouvèrent la grotte. Ils avaient suivi les visions que leur avaient envoyées les chamans de la tribu, suivi les signes dans les étoiles et le vol des corbeaux. Ils étaient venus tuer l'ours qui avait volé leur sœur. Ripsund entendit leur approche avant les autres ours, et se souvenait encore des sons des voix humaines, du rythme des pas humains. Elle sortit précipitamment de la grotte, se plaça entre ses frères et son mari. « Ne le tuez pas !» criait-elle dans la langue qu'elle avait presque oubliée. « Écoutez-moi, je suis Ripsund, votre sœur, et je suis venu vous dire la vérité. » Les frères la regardaient avec horreur et stupéfaction. Elle avait changé. Ses cheveux étaient emmêlés et ornés de plumes et d'os. Ses vêtements étaient faits de peau. Dans ses yeux brillait une sagesse sauvage que les gens ordinaires ne possédaient pas. Mais ils la reconnurent. Ils baissèrent leurs lances. Ripsund leur raconta tout. Elle leur parla des hommes ours, de leur sagesse et de leur force. Elle leur raconta comment ils vivaient en harmonie avec la forêt et les montagnes, comment ils comprenaient le langage du vent et de l'eau. Elle leur parla de ses enfants, qui étaient un pont entre les 2 mondes. Et elle leur dit ce qu'elle avait compris elle-même. Les ours ne sont pas des bêtes qu'il faut mépriser ou craindre. Ils sont les frères aînés, les maîtres, les esprits de la forêt qui préservent l'équilibre et l'ordre. « Retournez au village, dit-elle à ses frères. Racontez à notre peuple. Qu'ils sachent que lorsqu'ils entrent dans la forêt, ils entrent dans un lieu sacré. Qu'ils traitent les ours avec respect, laissent des offrandes, demandent la permission. Qu'ils se souviennent que nous sommes tous liés. » Son frère aîné, un chasseur nommé Gunak,
qui se souvenait de son rire à l'époque où elle était jeune et insouciante, demanda « Reviendras-tu avec nous ?» Ripsunt regarda en arrière, vers la grotte où son mari et ses enfants attendaient. Elle regarda les montagnes qui étaient devenues sa maison. Elle regarda ses frères, le monde des hommes qu'elle avait presque oublié. Et elle comprit qu'elle ne pouvait plus appartenir à un seul monde désormais. Elle était entre les deux, partie des deux et partie d'aucun. « Je resterai encore un temps, dit-elle. Mais je viendrai parfois, à la frontière entre la forêt et le village. Apportez-moi des offrandes, et je parlerai pour vous aux ours. Je serai l'intermédiaire, le pont. » Les frères partirent, et bien que leurs cœurs fussent lourds de cette perte, ils portèrent son message à leur peuple. À partir de ce jour, la tribu changea ses coutumes. Lorsqu'ils entraient dans la forêt, ils chantaient de nouveaux chants, des chants de respect et de gratitude. Ils laissaient la meilleure part de leur gibier en don aux ours. Ils racontaient l'histoire de Ripsunt à leurs enfants, et ceux-ci la racontaient à leurs enfants. Et ainsi, elle se transmettait de génération en génération, vivante et importante. On dit que Ripsunt venait effectivement parfois à la lisière de la forêt, généralement au crépuscule, lorsque la frontière entre les mondes est la plus mince. Parfois elle était une femme, parfois une ours. Ceux qui la voyaient disaient que dans ses yeux brillait la sagesse des siècles, et qu'autour d'elle flottait toujours un parfum de cèdre et de miel sauvage. Elle acceptait les offrandes et disparaissait de nouveau dans les montagnes, portant la paix entre les deux peuples. La fumée dans la maison longue s'était presque dissipée. Le feu s'était éteint jusqu'aux braises rougeoyantes. Les enfants s'étaient endormis, blottis contre leurs parents. Mais l'histoire restait dans l'air, invisible et puissante, comme le parfum du cèdre, comme le son des vagues de l'océan. L'ancien se leva, sa silhouette masquant un instant les braises, projetant une ombre immense sur les murs. « Souvenez-vous de Ripsunt, dit-il dans le silence. Souvenez-vous de son orgueil et de sa chute. Souvenez-vous de sa leçon. Souvenez-vous que les ours écoutent. Souvenez-vous que la forêt se souvient. » Et dans les montagnes, où les cèdres poussent si haut que leurs cimes sont cachées par les nuages, où la neige demeure même en été dans les gorges profondes, où les ours marchent encore sur les sentiers anciens, l'esprit de Ripsunt, peut-être, erre toujours. Et se tient encore à la frontière entre les mondes, témoignant de ce qui fut autrefois et de ce qui sera toujours, du lien sacré entre l'homme et la nature sauvage, de la sagesse de l'humilité, de la force du respect, de la vérité éternelle que nous sommes tous, ours et hommes, arbres et rivières, montagnes et mer. Une seule famille sous le ciel infini. Des siècles ont passé et le monde a changé. Des hommes blancs sont arrivés avec leurs fusils et leurs missions, avec leurs maladies et leur alcool. Les tribus ont été détruites, dispersées, presque anéanties. Les longues maisons ont brûlé, les poteaux totémiques ont été emportés dans des musées de villes lointaines, les langues ont été oubliées. Mais l'histoire de Ripsunt a été préservée. Les anciens la racontaient à voix basse, lorsque les étrangers n'entendaient pas. Les mères la chantaient comme une berceuse à leurs enfants. Les chamans l'avaient gravée sur des masques rituels et des tambours. Au début du XXe siècle, lorsque les anthropologues ont commencé à enregistrer les cultures mourantes des peuples côtiers, ils ont entendu cette histoire encore et encore. Les Tlingits la racontaient, les Haïdas la racontaient, les Tsimshians la racontaient. Les détails variaient, les noms changeaient, les lieux se déplaçaient, mais l'essence restait la même. Une fille qui a offensé les ours. Un ours-homme qui l'a emporté. Transformation par la compréhension. Retour avec un message de respect et d'interconnexion. La légende de la femme ours. C'est ainsi qu'on l'appelait.
faisait partie d'un système complexe de croyances qui reliait les peuples côtiers à la terre sur laquelle ils vivaient. L'ours occupait une place particulière dans ce système. Il était à la fois un prédateur dangereux et un être sacré, un animal et un esprit, un étranger et un parent. La chasse à l'ours était un rituel entouré de tabous et de cérémonies. L'ours tué était honoré comme un invité, son esprit remercié et prié de revenir. Son crâne était placé à un endroit spécial, décoré, et des offrandes lui étaient présentées. Lorsque les missionnaires sont arrivés, ils ont tenté d'éradiquer ces histoires, les qualifiant de superstitions païennes. Mais les histoires ont survécu, car elles portaient en elles quelque chose de plus que du simple divertissement ou de la religion. Elles contenaient une sagesse écologique, forgée par des millénaires de vie en étroit contact avec la nature. Elles enseignaient comment lire les signes de la forêt, comment vivre en équilibre, comment ne prendre que ce qui est nécessaire et laisser suffisamment pour les autres. Les descendants de ces tribus qui racontaient cette histoire autour des feux dans de longues maisons continuent de la raconter aujourd'hui. Ils la racontent lors de festivals et à l'école, dans des livres et des documentaires. Ils sculptent ces images sur de nouveaux totems, érigés en signe de renaissance de la culture. Ils dansent cette histoire dans des danses cérémonielles, où des danseurs masqués en ours tournent sous le rythme des tambours, incarnant le drame ancien de la rencontre entre les mondes. Et quand ils racontent cette histoire, ils ne disent pas « c'était il y a longtemps et c'est fini ». Ils disent « cela se passe encore ». Les ours errent toujours dans les montagnes. La frontière entre les mondes existe toujours. Et la leçon de Ripsunt est toujours d'actualité. Dans chaque génération, il y a ceux qui, comme Ripsunt au début de son histoire, sont arrogants et ignorants. Ils pensent que la technologie nous a séparés de la nature, que nous pouvons prendre sans rendre, détruire sans conséquence. Ils n'écoutent pas les vieilles histoires, ne respectent pas les anciens chemins. Mais la nature est patiente et implacable. Elle enseigne ses leçons, doucement ou sévèrement, selon notre disposition à écouter. La légende de la fille qui épousa un ours est plus qu'une simple belle histoire. C'est une carte du territoire de l'âme, un guide pour naviguer dans les relations complexes entre les mondes humains et non humains. C'est un rappel que la sagesse ne vient pas de la domination, mais de l'humilité, non du contrôle, mais de la compréhension, non de la séparation, mais de la reconnaissance de notre lien profond et indissoluble avec tout ce qui est vivant.